Guilty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Bonjour à toutes et à tous. C'est un numéro un peu particulier, un peu exceptionnel du podcast Spéculation by SoFilm à plusieurs titres. D'une part parce que pour une fois ce n'est pas Mathias Schucker qui introduit, mais c'est moi, Emmanuel Burdeau, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et d'autre part parce que c'est un numéro qui va être double, donc numéro 18 et 19. Pourquoi est-ce que c'est à moi que revient aujourd'hui l'introduction et pas à Mathias? Parce qu'on échange un peu les rôles aujourd'hui, dans une certaine mesure. On échange les rôles parce que ça fait un certain temps que Mathias et moi, on a envie de parler d'exploitation. Pas simplement d'exploitation, mais de l'évolution, de l'état, à la fois du côté de ceux qui montrent les films et du côté de ceux qui les voient. Alors Mathias, lui, est plutôt du côté de ceux qui montrent les films. Évidemment, il en voit, il en pense des choses. Et moi, je suis plutôt du côté de ceux qui les voient, même si je fais un peu de programmation d'une certaine façon avec l'Eldorado. Donc les choses sont pas si simples. Donc ça fait un certain temps qu'on avait envie de faire ça. Il se trouve aussi qu'on est là fin avril, début mai, donc on est toujours dans un moment un peu de creux quant à la sortie des films, puisque le Festival de Cannes est imminent. Et puis, il se trouve que le nom, vous l'avez tous, je pense, remarqué, en tout cas certains m'en ont fait la remarque, le nom de Serge Danet revient assez régulièrement dans les différents numéros de ce podcast. Et il se trouve que, sans qu'on se concerte, je crois, Mathias, tu as écouté, un numéro également double de l'émission que Danet présentait sur France Culture le dimanche soir à 19h, entre septembre 85 et septembre 90 à peu près, l'été 90, peu importe, donc toutes les semaines, dimanche à 19h. Et en 1987, après le Festival de Cannes 1987, qui est un festival de Cannes dont on dira peut-être quelques mots, parce qu'il marque vraiment une rupture, un seuil pour Danet, il consacre 2 émissions à la suite à cette question de l'exploitation, à l'aventure et au désarroi, puisque c'est un peu aussi comme ça que le titre que l'émission a été donné, je ne sais plus si c'était en direct ou si c'était au présent ou a posteriori, peu importe, dans l'arrêt-essai. Et c'est une double émission absolument passionnante, au cours de laquelle Danet discute d'une part avec Roger Diamantis, exploitant, fondateur et longtemps directeur, je crois jusqu'à sa mort, du Saint-André-des-Arts, qui est une des salles d'arrêt-essai emblématiques du quartier latin à Paris. Et écoutant cette émission, on comprend ce que moi je ne savais pas du tout, d'ailleurs, que le quartier latin n'a pas toujours été une salle d'arrêt-d'essai, qu'il y a évidemment toute une histoire. Et puis l'autre intervenant, qui ce jour-là d'ailleurs joue le rôle d'hôte, puisque je crois que ça se passe chez lui, c'est Dominique Paini, qu'on connaît nous très bien, je dis nous, les gens de notre génération, comme directeur de la Cinémathèque française, comme quelqu'un qui a quand même su redonner un prestige à la Cinémathèque française, mais à ce moment-là, 87, Paini était exploitant ou venait de l'être. À la fin des années 70, Paini, c'est quelqu'un qui vient plutôt du mouvement des ciné-clubs, à la fin des années 70. Il ouvre une salle de cinéma qui est le Studio 43, qui est une salle uniquement consacrée au cinéma français, dont Danet suit très près la programmation. Il écrit même plusieurs textes pour les programmes. Et puis, au cours des années 80, il continue à être exploitant. Il a une petite aventure dans la distribution et la production. Enfin, voilà, il connaît tout ça. Et puis, on s'est dit... Je vais arrêter là, parce que mon introduction est un peu longue, mais on a été frappés, je crois, tous les deux par une chose, c'est qu'il s'est écoulé 37 ans quand même depuis cette émission, donc c'est pas hier. Et on a quand même le sentiment que les questionnements qui traversent ces 2 émissions, ces 2 numéros de microfilm, sont les questionnements qui restent peu ou prou les nôtres aujourd'hui. Alors, ce qui est frappant pour... Disons, ce qui est frappant, peut-être, c'est la clairvoyance de ces intervenants, mais pas simplement. C'est peut-être aussi le fait que nous, on a manqué de capacité, nous, au sens large, on manquait la capacité à vraiment faire évoluer ces questions. Alors même que, deuxième remarque, la situation a totalement évolué. En 87, il n'y a même pas de DVD. À un moment dans l'émission, ils disent qu'ils ont regardé un film à la télévision. On a vraiment l'impression que chacun le dit du bout des lèvres, de peur de se faire fusiller par l'autre. Parce que vraiment, comme s'ils regardaient un film à la télé, c'était vraiment une trahison majeure. Donc, il n'y a pas de DVD, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas tout ça. Mais au fond, la question de la salle telle qu'on la pose, on a l'impression qu'elle est remarquablement posée, et posée dans des termes qui sont toujours les nôtres dans cette émission. Alors, ce qu'on avait envie de faire, c'était... Alors moi, j'ai envie de te poser des questions sur ton travail, mais on avait envie tout simplement de repartir de cette émission et d'en écouter quelques extraits
et de voir un peu justement comment on peut faire dialoguer aujourd'hui avec hier. Alors, Mathias, comment est-ce qu'on procède? Tu te dis quelques mots peut-être du premier extrait, puisque c'est toi qui les as choisis. Le premier extrait, donc, il s'agit d'une discussion à deux voix entre Danet et Diamantis. Danet revient sur le congrès des exploitants, en fait l'assemblée générale de l'AFCAE. Alors l'AFCAE, c'est l'Association française des cinémas d'art et essai. Une assemblée qui se tient tous les ans. Qui se tient annuellement à Cannes, donc, au Festival de Cannes. J'y serai dans 2 semaines. D'accord. Donc ça n'a pas bougé, quoi. Non, ça n'a absolument pas bougé. Et je vous laisse découvrir comment Danet en parle, parce que c'est assez croquignol. Et évidemment, alors il s'agit aussi, et notamment dans l'intervention de Diamantis, de télé, puisque on est en 87, et ça y est, la télé a pénétré dans la quasi-intégralité des foyers. Et effectivement, l'ennemi du cinéma à cette période-là, c'est la télé. Donc on parle. Et puis on est particulièrement, on va essayer de pas trop se perdre dans les détails de contexte, mais on est particulièrement juste après le 40e Festival de Cannes, qui est le Festival de Cannes, qui marque vraiment la prise de pouvoir de la télévision. Enfin, qui est le Festival de Cannes, qui est l'édition du Festival de Cannes, où on a l'impression que c'est un événement plus télévisuel que cinématographique. Et Libération, d'ailleurs, ça a fait à l'époque grincer quelques dents, avait décidé, ils avaient été les premiers à faire une espèce de traitement que Danet lui-même appelait énorme de Cannes, avec un cahier 12 pages chaque jour. Mais là, dans ce cahier 12 pages chaque jour, il y avait 2 pages sur la télé, sur que faisait la télé ici, voilà. De manière descriptive, de manière pas univoquement critique. Voilà, donc on est vraiment, en effet, à ce moment-là. Moi, je suis allé à Cannes à une sorte de congrès de l'AFCAE. Alors, l'AFCAE, c'est quoi? C'est l'Association française des cinémas d'art et d'essai. Voilà, où j'étais créée dans les années 50. J'étais étrangement invité, et c'était assez aigre. Bon, c'était Cannes, c'était le matin, personne n'était bien réveillé. Oui. Et il y avait donc une salle entière avec des gens qui possèdent, qui sont des exploitants de salles classées art et essai. Disons, elles sont classées art et essai, bien que maintenant la distinction est très très difficile à faire. Et beaucoup d'entre eux tenaient ce discours-là en disant c'est un scandale, c'est une honte, tout film passé à la télévision est massacré, il manque un bout de l'image, le son n'est plus jamais ce qu'il était, etc. Moi, je veux bien, effectivement, il y a un changement, une déperdition. En tout cas, un changement et parfois une déperdition, pas toujours, du passage du cinéma à la télévision. Cela dit, je me disais quand même, sans aménité, beaucoup de gens qui possèdent ces salles ont projeté pendant des années des films dans des conditions épouvantables. Et j'ai pris conscience aussi du fait, et d'ailleurs c'est drôle parce que ça m'oblige à m'interroger, y compris sur moi-même, qui était quelqu'un qui allait dans des salles, etc. Moi, je ne faisais pas beaucoup attention à la qualité de la projection. Je veux dire qu'il fallait attendre que le point ne soit pas fait pour que quelqu'un crie le point avec l'air de quelqu'un qui connaissait la technique. Alors que, à part le point, je veux dire, les questions de format n'étaient souvent pas respectées, le son était souvent horrible. Donc l'amour du cinéma difficile, l'art et essai, et en même temps allait de pair avec une très grande négligence, alors je ne parle pas pour toi, mais une très grande négligence très souvent dans les conditions concrètes de projection. Et je me demande si la nouvelle génération dont tu parlais, qui effectivement voit des images très sophistiquées, très compliquées, qui est plus à l'aise que nous, on pouvait l'être à son âge dans le subliminal, le très court, le clip, elle a une exigence alors purement technique par rapport à la projection des films que nous, on n'a jamais eu, parce que ce qui comptait, c'était pas la technique, ce qui comptait, c'était le contenu des films. Tout à fait. Bon. Et je trouvais que beaucoup de gens qui criaient, comme des gens qu'on égorgeait, que leur salle était déserte et que la télévision bouffait le cinéma, auraient peut-être pu s'occuper un peu de la projection de leurs films. Quand je parle des films qui passent à la télévision et qui gênent le cinéma, je le répète, c'est pas par corporatisme ou par mauvaise humeur. J'ai le sentiment que la télévision, elle a une autre fonction. Lorsque on passe une émission d'Averti sur Dalida 2 jours après sa mort, il peut y avoir sur l'autre chaîne le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre du cinéma. Je pense que l'émotion est beaucoup plus forte en regardant l'émission d'Averti avec Aznavour et Morosi et puis Sevran qui parlent de Dalida. Je pense que là, la télévision a quelque chose d'immédiat et qui est très différent du cinéma. Je crois que j'insiste beaucoup sur cette séparation. La télévision, les gens qui parlent à la télévision, dans n'importe quelle émission, ne connaissent pas leur texte. Ils le disent au moment où ils parlent. Mmh. Alors que le cinéma, c'est quelque chose qui est préparé à l'avance. Et je crois qu'il faut bien marquer cette séparation. Et que la télévision, c'est passionnant
lorsque c'est du direct, alors que le cinéma, c'est quand même quelque chose qui est complètement prémédité, et où le spectateur, d'une certaine façon, a moins de liberté qu'en regardant la télévision. Beaucoup moins, puisqu'il doit suivre l'histoire qu'on lui raconte. Donc sa pensée à lui, on lui fait faire un tour de valse au cinéma. C'est un contrat, tu me c'est suivras un contrat, à mon rythme, absolument. Et tu ne parleras pas pendant 1h30. Complètement. Alors, avant de te poser une question, Mathias, je voudrais juste faire une petite précision pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. On est donc à l'été 87 et souvent, je pense qu'une des images qu'on garde de Serge Danet, c'est celle de quelqu'un qui a écrit des choses violentes contre la télévision, et c'est vrai. Mais ça, c'est le Danet des toutes dernières années. Il y a un Danet aussi qui, d'une certaine façon, est en train de prendre fin au moment de l'émission, qui est quelqu'un qui a cru beaucoup en la télévision, qui a aimé la télévision. Donc il faut bien, lorsqu'on l'entend parler là, il ne faut pas postuler derrière la moindre de ses phrases une critique de la télévision. Voilà. Il a pensé que c'était dans l'ordre des choses, en tant que critique de cinéma, de s'intéresser à la télévision, parce qu'il a pensé que la télévision était dans la continuité du cinéma. Ça n'est que 2 ans plus tard, à peu près, plutôt 3 ans en vérité, qu'il tirera une conclusion négative à cet égard. Voilà. Mais on est plutôt dans un moment où lui est porteur, on l'entend d'ailleurs là, mais je voudrais vraiment qu'on l'entende, voilà, est porteur d'un discours d'espoir, c'est peut-être trop dire, mais un discours en tout cas qui n'est pas de dénonciation à l'égard de la télé. Voilà. Il est d'ailleurs beaucoup plus critique dans ces 2 émissions à l'égard des salles à essai des années 80 que de la télé. On sent que le langage de la télé commence à l'intéresser drôlement. Et alors pourquoi toi, qui es exploitant d'arrêt essai, si je ne m'abuse, pas dans les années 80, mais en 2024, mais quand même depuis un certain temps, l'Eldorado, tu le diriges depuis quand ? Moi, j'y arrive en 2004 et je le dirige depuis 2007. D'accord, donc ça fait 17 ans. Ouais. Quand même. Donc c'était juste 20 ans après l'émission, en fait, c'est comme ça que tu as décidé. Pourquoi cet extrait pour commencer ? D'abord parce que la réflexion de Serge Danet qui trouve assez aigre l'Assemblée générale des exploitants à essai à Cannes. Alors moi, ça m'a fait hurler de rire, quoi, parce que moi déjà, ça me rappelle mon propre sentiment. Alors non pas au moment où je découvre cette assemblée les premières fois, mais je dirais plutôt les dernières que j'ai connues, où on sent effectivement le côté corporatiste. Mais qu'est-ce qui se joue dans ces assemblées ? C'est une vraie question, je veux dire. On fait le point, on décide des choses, oui. on se retrouve, l'idée c'est que ce soit convivial. On décide de rien, mais en revanche on se retrouve et on aborde de manière très résumée, très synthétique les grands problèmes qui nous agitent. Et là, oui, donc c'est vraiment au centre de l'Assemblée Générale, c'est quoi, où on en est, quoi. En gros, c'est exactement. Il n'y a pas de où on en est, le conseil d'administration et le président de l'AFCAE donnent les grandes direction de l'année en cours, et puis c'est très souvent le président du CNC ou le ministre de la Culture est invité à non pas à dialoguer avec nous, mais je dirais à faire des communications, quoi, auprès de nous. Donc c'est un espace de dialogue quand même relativement réduit. Mais les problèmes sont abordés et la parole est quand même libre. Donc il y a souvent des coups de gueule, des exploitants qui se plaignent de choses et d'autres, et on y voit la diversité des exploitants, donc c'est-à-dire les exploitants associatifs, municipaux, privés. Donc c'est vraiment, pour moi c'est quand même passionnant, quoi, d'entendre la voix des différents exploitants qui différentes tendances, quoi, de la RSC qui s'expriment. Voilà. Et alors je sais pas si c'est dans cette direction que tu te diriges, mais si on devait résumer, je sais pas, le son de cloche de l'Assemblée de l'année dernière, ou si on pouvait même faire un peu de pronostic quant au son de cloche de la prochaine Assemblée qui sera donc dans 15 jours à peu près, oui. Qu'est-ce que tu... C'est quoi aujourd'hui, les trucs le truc le plus lancinant? Ce qui est assez amusant, c'est que il y a vraiment des points de comparaison dingues, quoi, entre ce qui se passait en 87 et aujourd'hui, parce qu'alors l'ennemi n'est plus la télé, mais c'est plutôt les plateformes ou ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire la fenêtre d'exclusivité, de temps d'exclusivité qu'ont les salles, c'est drastiquement réduit depuis les années 80. Oui, alors évidemment. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais moi j'en étais resté à l'idée qu'un film, lorsqu'il passe en salle,
lorsqu'il se lançait en exclusivité, il doit s'écouler au minimum. C'était 6 mois à une époque. Là, c'est 4 mois maintenant. 4 mois maintenant. Là, avant maintenant, qu'il puisse être diffusé, aussi bien en DVD, sur la télévision que sur la plateforme, c'est ça? C'est ça. D'accord. Maintenant, c'est 4 mois, mais... C'est 4 mois, mais avec toute une série d'entailles à cette règle, puisqu'il y a beaucoup de films qui ont le droit maintenant d'être diffusés sur une plateforme, ou avoir des sorties simultanées sur certaines plateformes, Arte ou Netflix, etc., et être en salle également. D'ailleurs, ça aussi, c'est des choses qui datent pas d'aujourd'hui, puisque là, on est en 87, si on revient à l'émission. En 86, Romer, qui est quelqu'un qui avait une compréhension, une attention, une très grande acuité par rapport à ces questions, est l'un des premiers dont un film, Le Rayon Vert en l'occurrence, est diffusé par Canal+ au mois de septembre, fin août, tout début septembre 1986, et ensuite sort en salle. Et évidemment, on constate ce qu'on a pu constater, je crois, lorsque le cas s'est représenté ensuite, finalement peut-être pas de manière si répétée, que ça n'a pas du tout entaché sa carrière en salle. Bon. Voilà, mais en tout cas, la plainte des exploitants est restée la même. C'est-à-dire, en gros, une sous-considération, notamment financière. Voilà, on sent qu'il y a des besoins importants. Et puis, les difficultés de fréquentation. Même si... ils sont finalement, les difficultés de fréquentation qu'on connaît nous aujourd'hui sont moindres que dans les années 80. Là, au moment où, et c'est le sous-texte à mon avis de toute cette discussion entre trois lors de cette émission 87, c'est le départ d'une énorme crise que connaît le cinéma français, une crise de fréquentation, alors qui a commencé bien avant, qui finalement commence dans les années 60, puisque dans les années 50, la fréquentation moyenne des salles approchait annuellement 400 millions d'entrées, ce qui est énorme. Aujourd'hui, on est juste avant le Covid, on est quasiment à 200 millions. Donc elle s'est divisée par 2 alors que la population a augmenté. Mais dans les années 80, et notamment entre 87 et 96, là il y a une décennie noire où on frôle... on est à 100 millions, non 115 millions. Voilà, l'année la plus basse est à 116 millions et l'année la plus haute à 150. Enfin, c'est-à-dire qu'on est... vraiment un taux extrêmement bas. Et là, ça, c'est intéressant à savoir, parce qu'on a on peut avoir l'impression, la perception que les choses sont allées en baissant de manière régulière depuis une cinquantaine d'années. Non, il y a eu... Mais comment on explique alors que ça ait remonté depuis? Alors, du côté de l'exploitation, on explique une remontée à partir de la fin des années 90, avec la première vague d'installation des multiplexes. Donc le premier multiplex en France est 94 et en 99, toutes les grandes villes françaises sont équipées de multiplex et ça relance l'intérêt pour le cinéma en salle, notamment chez les plus jeunes générations. Parce que le grand problème qu'on a pu connaître, et notamment dans la RSC, c'est le vieillissement. On a longtemps parlé de ça, du vieillissement de la population RSC en salle. C'est-à-dire que les jeunes générations ne se déplaçaient plus en salle tout court, et particulièrement dans les salles RSC. Et ce rebond de fréquentation dû au multiplex va aussi profiter aux salles RSC, bizarrement, qui se sont, elles, construites contre ces espèces de temples de la consommation qu'on commence à penser à la fin des années 90. Donc on voit un regain et là, depuis 2010-2012, la fréquentation en salle est forte. Enfin, on a beaucoup d'années qui dépassent les 200 millions d'entrées. Donc jusqu'au Covid, on a retrouvé, et y compris dans les salles RSC, une fréquentation globale qui est tout à fait... satisfaisante d'un point de vue industriel, j'entends. Et évidemment. Depuis le Covid Et depuis le Covid, c'est beaucoup plus compliqué, puisque le niveau d'avant-Covid n'a pas été les 2 retrouvé. années Covid sont les 2 années de plus basses de l'histoire de la fréquentation des salles, parce qu'il y a eu deux fermetures successives des salles pendant plusieurs mois, évidemment. Et puis le retour des spectateurs s'est fait hyper lentement. Donc on n'a pas encore... 2023, il y a 180 millions d'entrées en France, donc on retrouve des taux d'entrée forts, mais qui ne sont pas encore complètement ceux de 2019, pré-Covid, par exemple. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on écoute un deuxième extrait ? Oui, et le deuxième extrait, justement, Serge Danet interroge Diamantis sur cette tendance du cinéma français. Il vient de cette tendance du cinéma français, c'est-à-dire la baisse de fréquentation et
le manque d'entrée sur le cinéma d'auteur français. Et il vient de lui poser la question, mais pourquoi tu passes plus les films des Straub dans tes salles, Roger Et Diamantis lui dit, mais ça marche plus. D'accord. Ça marche plus, donc Alors que les Straub, économiquement... pendant longtemps, cartonnaient Alors, ça n'a jamais cartonné, Non, mais là, il y a eu une baisse très forte au milieu des années 80, où il fait plus suffisamment d'entrées pour pouvoir économiquement passer ses films. C'est plus possible. Et par ailleurs, contrairement à l'image qu'on peut avoir parfois du cinéma, et de la conception du cinéma de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, dans une autre émission d'ailleurs, d'un autre microfilm qui, je crois, doit être enregistré, à mon avis, quasiment au même moment, puisque Paini est aussi dans les parages, et Paini est le distributeur, si je ne m'abuse, de La mort d'Empédocle de Jean-Marie Straub. Straub, donc on est toujours en 87, dit et redit quelque chose qu'il aura dit 1000 fois, mais qu'au fond, on n'aura jamais vraiment entendu, que lui, il a toujours, entre autres, et peut-être même d'abord, misé sur la télévision. Hein, il a toujours cette histoire de ces films passant sur la télévision allemande, et tout à coup, un ouvrier, un commerçant, un artisan lui dit j'ai regardé la chronique d'Alain Magdelabar, j'ai adoré. Bon, on voit bien quelle espèce quelle contre-mythologie cherche à mettre en place Straub en disant oui, on aurait tendance à me dire que mes films s'adressent à une espèce d'élite de la culture, et non. Moi, grâce à la télévision, au contraire, on atteint des gens qui, sans doute, ne regardent jamais la télé, ne regardent jamais des films, mais tout à coup, ça leur parle parce qu'en fait, c'est pour eux qu'on les fait. Voilà. Donc, on écoute l'extrait suivant. D'accord. Qu'est-ce qui parle d'abord? C'est Danet? Alors, Danet pose une question à Diamantis, donc c'est d'abord Diamantis qui parle et Serge Danet complète. D'accord, ok. Est-ce que tu as un embryon d'analyse de ça, donc un peu avec le recul maintenant, qu'il y a quasiment 10 ans que cette tendance a commencé à prendre? C'est l'évolution du public? C'est l'évolution du public, c'est peut-être la nouvelle génération qui est née avec la télévision, qui a donc un regard complètement différent d'une autre. C'est-à-dire que moi, je sais qu'on était un certain nombre à traverser tout Paris avant l'avènement de la télévision pour aller voir pour la 7e fois, la 8e fois un film de Tati ou un film de Becker. Je crois que le regard sur l'image a complètement changé à cause de ça, et qu'on est rentré quand même dans la civilisation du fast, du quick, du clip, et que je crois que tout ça a une influence sur le rapport entre le public et l'image. Et en même temps, on sent aujourd'hui une grande nostalgie plus ou moins fabriquée sur les grandes salles, sur les grands rites anciens. Est-ce que tu sens ça, toi aussi? Ah oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on souligne cette séparation entre le petit écran et le grand, de plus en plus. Mais je sais pas, je crois que c'est une période c'est un changement de peau qui s'opère actuellement, et donc c'est une période de turbulence énorme pour tout le monde. Mais je crois que la réflexion sur la télévision et le cinéma, je crois, me paraît très importante pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Moi, j'ai le sentiment que plus la télévision trouve son propre langage, ce qu'elle fait très bien de temps en temps, meilleur c'est pour le cinéma. Mais que lorsqu'il y a confusion des deux, je crois que les deux trinquent. Et je crois que c'est ce qui se passe actuellement. Et je crois que là, il y a une répercussion importante sur la baisse de fréquentation des salles. Parce que moi, je vois quelque chose qui est presque bête, c'est quasiment un jeu de mots, c'est rapport aux tailles. C'est-à-dire que le cinéma, c'était les grandes salles et les grands écrans. L'écran était beaucoup plus grand physiquement que le spectateur. L'image était plus grande que lui, bigger than life, comme on dit en anglais. Oui. Et puis il y avait nettement différente la télévision avec son tout petit écran, un écran miniature, et une image relativement faible, question définition, sans parler du son de la télévision, qui est quasiment une horreur, mais qui n'a jamais gêné personne, semble-t-il d'ailleurs. Personne ne proteste jamais devant le son de la télévision. Et cette hypothèse des salles d'arrêt-essai qui est très française, qui à mon avis est très liée à la consistance et la solidité d'une culture cinéphilique française, d'une sorte de mémoire de génération en génération de ce qui s'est passé dans le cinéma, c'était créer des écrans moyens pour des salles moyennement remplies, et on pourrait dire même pour des couches moyennes, qui étaient en train plutôt de prendre le pouvoir culturellement, de s'organiser, ou d'être organisées par l'industrie de la communication et de la consommation. Et on dirait que maintenant, cette forme moyenne est en crise. Soit parce que les gens savent qu'à terme, ils vont avoir des grands écrans chez eux, enfin des grands écrans, des écrans moyens chez eux, qui seront les mêmes que ceux de ton cinéma ou de beaucoup de cinémas dits d'arrêt-essai.
et que le désir de fréquenter cette forme qui est un peu rituelle et un peu domestique, c'est lui-même estompé. Et que d'un côté, on est prêt à la télé, plutôt on la regarde plus qu'avant, ou plutôt on la prend en considération plus qu'avant, contraint ou forcé d'ailleurs souvent, et qu'en même temps, le rêve des grandes salles revient, sauf qu'on n'a rien à mettre dans les grandes salles comme type de film, à part le cinéma américain. Oui, voilà. Tout à fait. Ce qui tenterait à dire qu'il y a une hypothèse française sur un cinéma moyen qui a du mal aujourd'hui à continuer. Bon. Alors comment enchaîner ? Non, en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que là, ce que Danet est en train de dire, c'est presque les prémices de quelque chose qui, dans les dernières années de sa vie et de son travail, va prendre beaucoup d'importance, qui est une réflexion, non pas simplement comme il le fait ici, sur le rapport entre la taille de l'image, la taille physique de l'image, et la taille des salles, et la taille du spectateur, situation dans une salle ou situation domestique, mais il va beaucoup s'intéresser, on a déjà eu l'occasion de le mentionner ici, à ce qu'il appelle la cinédémographie, c'est-à-dire le rapport entre, en effet, la taille des salles, le nombre de spectateurs présents dans les salles et le nombre de personnages présents à l'écran. Bon, c'est absolument passionnant. Moi, je voulais te poser une question qui n'est pas sans rapport, mais qui est un tout petit peu différente. En tant que critique de cinéma, en ce moment, j'interviens surtout à l'Eldorado et on a un rapport privilégié, mais en tant que critique de cinéma, qui intervient dans les salles, mais qui aussi ne fait pas qu'intervenir dans les salles, il m'est arrivé d'avoir parfois le sentiment que les exploitants avaient quand même une position, disons, conservatrice. C'est-à-dire que les exploitants, et j'espère que aussi cette émission l'émission dont on écoute les extraits nous permet peut-être de replacer les choses dans une histoire, et donc de mieux comprendre, c'est-à-dire que les exploitants étaient un peu effrayés lorsque survient le moindre changement. Alors on n'en reparle plus tellement aujourd'hui, mais je pense que c'est un peu symptomatique de ce qu'on dit. Il y a quelques années, il y avait eu quand même toute une sorte de barouf lorsque Thierry Frémaux, on est dans un contexte quasi canois là maintenant, avait sélectionné ou envisageait même de sélectionner, je ne sais plus, d'ailleurs moi-même j'ai oublié, des films de plateforme, autrement dit des films dont qui n'allaient pas passer en salle. Ensuite, il s'était engagé, ce qui à mon sens n'avait absolument aucun sens, à ne sélectionner que des films à Cannes ayant d'ores et déjà un distributeur, ce qui est pour moi un contresens absolu, puisqu'un festival normalement n'est pas fait pour montrer des films déjà distribués, mais fait pour montrer des films qui, grâce à leur passage dans un festival, va trouver distributeur. Donc si on considère qu'il faut que d'un film ait déjà un distributeur, d'une certaine manière, le travail du festival est déjà fait. Bon, Cannes est un peu à part, mais enfin, malgré tout, l'inscrire dans le règlement me semblait presque une contradiction dans les termes. Bon. Donc toi qui es un exploitant, mais tu parles en ton nom, tu ne parles pas au nom de la profession, je voulais voir quelle est ta position par rapport... Alors là, c'est de la télé dont il est question. Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est les plateformes et la chronologie des médias. Comment est-ce que... C'est un peu grossier comme question. Hein. C'est pas un peu énorme, c'est pas facile d'y répondre en deux phrases, mais quelle est ta position par rapport à ce rapport entre le cinéma en salle et le cinéma partout ailleurs ? Je crois qu'on vit encore aujourd'hui, et dans la tête de la plupart des exploitants, on a encore en tête cet âge d'or, cette nostalgie d'un cinéma qui était unique, qui était le seul lieu d'accueil. Quand tu dis un cinéma, tu parles de la salle de cinéma, pas des œuvres. Voilà, je parle des établissements. Voilà. Non, parce que c'est très... c'est-à-dire que le cinéma n'est que ne se fait que dans les cinémas. Alors, je t'interromps un instant, parce que je pense que pour moi, ça a toujours été le cœur du problème. C'est que en France, en tout cas, particulièrement en France, le mot cinéma désigne à la fois un lieu et un art. Et que tant qu'on n'aura pas, d'une certaine manière, d'effet, ou tant qu'on n'aura pas réfléchi à cette consonance, on est un peu piégé. Parce qu'évidemment, comme il y a un seul mot pour dire les deux choses, il devient presque naturel de dire que le cinéma ne peut exister qu'au cinéma. Voilà. Ouais, et on sait bien, de fait, la situation est plus complexe que celle-là. Mais, bien sûr. mais le fait qu'il n'y ait qu'un mot pour dire deux choses a permis et conforté, reconduit cette identité dont c'est pas que de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, comme disait toujours Danet, que de dire que entre cinéma et cinéma, il y a quand même un hiatus. Voilà.
Oui, il me semble. En tout cas, le recouvrement n'est pas complet. Si le recouvrement était complet, on ne serait pas là à discuter. Ouais, tout Mais à certains fait. font quand même comme s'ils découvrent. Mais on vit encore dans cette légende, ou en tout cas, elle est dans l'inconscient collectif des peuples, du peuple du peuple des salles, quoi. Mais du peuple des salles, pardon. Tu parles des qui spectateurs travaillent. Donc je des parle des exploitants, ouais. ou des gens qui travaillent dans les salles de cinéma. Ça c'est un véritable problème quand même. C'est-à-dire ne pas avoir acté l'aspect désormais minoritaire des films vus en salle, mais même le budget du CNC est parlant. La TSA, c'est-à-dire la taxe qui est appliquée aux entrées salles, c'est que 15% de l'assiette de recettes du CNC. Et les 85% restants les taxes sur la télé, c'est 65%, ouais. et les plateformes, maintenant, c'est 15%. Donc, c'est-à-dire que les plateformes vont probablement même doubler l'apport des salles, et on taxe toutes les transactions d'argent, en gros, qui sont liées à la télé, c'est 65%. Donc, là, aujourd'hui, c'est la télé qui est ultra majoritaire dans l'assiette de recettes du CNC, mais pas seulement. C'est-à-dire aussi dans la tête des producteurs, dans la façon de concevoir les films, etc. Et nous réfléchissons encore sur une époque qui est révolue, mais depuis plus de 50 ans. Et bon, c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup là dans leur discussion, c'est que je crois que Serge Danet, mais les trois interlocuteurs là, eux ont compris, mais je pense avant tout le monde, que il va s'agir de se penser comme minoritaire maintenant. Mais il y a une autre d'ailleurs minorité, et ça qui est peut-être pas intégrée chez Danet, ni chez Paini, ni chez Diamantis, c'est qu'on ne voit et eux-mêmes ne voient qu'une partie du cinéma mondial. Alors ils en voient en pourcentage, je pense qu'ils en voyaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et nous aujourd'hui, on voit c'est une frange très très réduite des films qui sont produits à l'échelle mondiale, que ce soit pour les plateformes, mais aussi des films cinéma d'autres cinématographies étrangères. Je sais pas, moi je pense au Québec, à l'Argentine, à l'Asie, etc. On voit une part absolument infime des films. Le marché français accueille une part infime des films. Donc on ne peut plus. C'est pourtant un des marchés qui accueille le plus dans le monde. Et pourtant, et paradoxalement, oui. On est un des marchés qui accueillent le plus. Sinon, le marché qui accueille le plus. Mais c'est nettement. Les sorties salles sont. La capacité d'accueil des salles françaises, quand bien même on a le plus grand parc de salles au monde, est largement insuffisant par rapport à l'intégralité des films. Donc on réfléchit sur une portion de films seulement. Oui, mais moi je voudrais revenir sur un mot que tu as employé, qui est le mot minoritaire. Oui. Si je ne m'abuse, en tout cas jusque-là, tu l'as employé d'abord, pour commencer, dans un sens d'abord économique. Mais est-ce que ce que tu veux dire aussi, c'est que l'expérience de la salle, pour le spectateur, est devenue une expérience minoritaire? Bien sûr. D'accord. Alors, comme critique, j'aurais peut-être 2-3 choses à dire, mais là, c'est bien sûr toi que je veux entendre d'abord. Comment est-ce qu'on est exploitant? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on hérite de ce qui a été pendant longtemps, tu l'as très bien dit, non seulement l'expérience majoritaire, mais d'une certaine façon, en tout cas imaginairement ou mythologiquement, symboliquement, la seule expérience, l'expérience avec un grand E. Comment est-ce qu'on est exploitant aujourd'hui? Parce que tu l'es, tu continues à l'être, tu montres pas la Casa des Papel sur un iPad à l'Eldo. Enfin, en tout cas, je connais pas ce recoin de l'Eldo. Donc comment est-ce qu'on continue à être exploitant dans cet état de choses qui, en effet, n'a rien à voir avec il y a peut-être 50 ans, et encore. Si on écoute de l'émission, on a presque l'impression que les choses sont comme... Parce qu'en fait, ils font dater dans l'émission le début du désarroi, disons, à la fin des années 70. Donc ça fera presque 45 ans. Donc comment on fait? C'est-à-dire qu'il faut se placer comme certains militants politiques se placent dans une minorité, mais une minorité agissante. C'est-à-dire que je pense qu'on est aujourd'hui devenu... on travaille plus à la marge, bizarrement, alors que le cinéma est la première vitrine de vente et du marché. Mais, le cinéma, la salle. Le cinéma en salle, ouais, absolument. Le cinéma en salle, oui. Moi, souvent, quand je dis le cinéma, c'est le cinéma en salle. Ouais. Donc, le cinéma en salle est la première vitrine, et pourtant, nous, le travail qu'on peut fournir dans les salles indépendantes à essai, parce que je les distingue évidemment énormément des multiplex ou des salles de circuit. Encore aujourd'hui, cette frontière, elle est agissante pour moi.
on travaille à des alternatives, en fait. On travaille à des alternatives. Donc, je pense qu'on est un certain nombre à avoir intégré l'aspect minoritaire de notre travail et finalement le peu de public qu'on touche. Même si on touche un public, comme je le redis, mais plus grand que dans les années 80. Oui, ça, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a quand même eu un travail qui a été effectué, et notamment par les exploitants, les générations d'exploitants RSE indépendants, qui a été fabuleux pour moi. D'années très très dures avec ce travail-là, mais il a quand même persisté. Il a quand même traversé différentes crises, et notamment celle des années 80, pour voir encore une vie, une vraie vitalité. Moi, il me semble, je sais pas, tu nous fréquentes régulièrement, tu vois qu'il y a beaucoup, il s'y passe beaucoup de choses. Il s'y passe beaucoup de choses. Les gens échangent, les idées se partagent, et les grands films, parce qu'il s'agit pas d'être dans une nostalgie des années 50 ou 60 où chaque semaine sortait des chefs-d'œuvre. Certes, peut-être, mais c'était un âge d'or comme ça à une époque donnée. Depuis, la situation est très très différente, mais les grands films restent. Il y a encore des grands films. Et notre travail au quotidien, notre pain quotidien, il est très politique à mon sens. C'est-à-dire que la salle, plus que dans la période des années 80, est devenue une espèce de refuge des alternatives en tout genre, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire aussi utiliser le cinéma comme un objet politique. Ouais. Peut-être plus qu'avant. Au-delà, ou comme la doublure d'une veste, c'est par l'aspect cinéphilique, on l'attrape politiquement, le cinéma aujourd'hui. Bon, peut-être qu'on peut écouter un dernier extrait pour clore. Oui. Ce premier dans cet extrait, Danet poursuit ce concept-là moi que j'aime beaucoup, que je dirais que je le comprends à sa lisière pour l'instant. L'hypothèse française. Mais l'hypothèse française, oui, moi aussi, je suis pas sûr de le saisir d'un cinéma moyen. Mais là, il l'explique d'une autre manière, par un autre bout que je trouve passionnant, et il parle des salariés. Est-ce qu'on termine par là, ou est-ce qu'on dit quand même 3-4 mots encore après l'extrait? On peut terminer par là. On termine par là, d'accord. Et donc, alors, on y retourne. France Culture. Ce que tu dis est tout à fait juste, et c'est la conséquence de ce qu'on a dit avant. Ça veut dire que du fait qu'en France, et seulement en France, on a créé une zone intermédiaire, cette zone moyenne dont je parlais, entre ce qui restait de cinéma commercial, qu'on croyait en meilleure santé qu'il n'était en réalité, qui s'est effondré dans les années 80, et un cinéma qui était au bord de la marginalité absolue. Il y a toujours eu des passerelles en France, et ces passerelles, c'est les salles d'arrêt essai qui les ont créées. Donc en ce sens-là, la France a fait une hypothèse qui pendant au moins 15 ans a été extrêmement intéressante, dont Roger est un des héros par exemple, qui est on ne fait pas de différence a priori entre des choses qui ont l'air très marginales et des choses qui sont destinées à devenir commerciales, puisqu'on est un lieu de passage, on est un lieu moyen. Les USA, c'est intéressant, les USA. Il y a toujours eu un cinéma underground. Enfin, il n'y a pas très longtemps qu'il a baissé les bras. Ce cinéma a été d'emblée constitué sur le modèle des galeries, dans un petit milieu très bien constitué, à New York, autour de Mekas, autour de Brakhage, autour de Markopoulos, qui sont des noms connus, même si personne n'a vu les films ici. Et il était évidemment clair qu'il n'y aurait jamais l'ombre d'un flirt ou d'un désir entre Hollywood et ces gens-là, qui vivaient dans les universités, petitement, chichement, plutôt comme des peintres, et qui faisaient leur œuvre. Et c'était vraiment de la recherche. Nous, on s'est jamais intéressé beaucoup au cinéma underground. Il n'y a pas eu de cinéma underground en France. Il y a eu un misérable cinéma expérimental qui était copié, mais qui n'était pas intéressant, qui était une toute petite mafia sans beaucoup d'ampleur. On a eu un sursis très long, dont on a beaucoup profité. Ça a permis d'écrire, ça a permis de créer un public. Là où d'autres pays ont immédiatement eu à choisir entre l'économie type galerie ou vidéo-art, parce qu'on ne parle pas beaucoup du vidéo-art, mais ça a commencé dans les années 50. C'est même étonnant de penser que les premiers Nam June Paik, c'est 59, donc c'est à bout de souffle. Ça a commencé en même temps. Des gens qui n'ont aucune nostalgie ou aucun mauvais sentiment par rapport au cinéma, dont certains d'entre eux, Bill Viola, Bazooka, tout ça, ont une vraie œuvre, mais que tu sais pas très bien si tu vas la classer dans art plastique, performance ou au cinéma. Comme en France, on a eu cette hypothèse qu'on pouvait très longtemps encore, grâce à des petites salles, grâce à un public très très cultivé, maintenir les deux,
on a cru que c'était arrivé. Je pense que les gens des salles de l'AFKE, qui ne sont pas beaucoup occupés de leurs salles, qui souvent les ont pas animées, qui se sont un peu habitués à être glorifiés et subventionnés, n'ont pas compris ce qui leur est arrivé quand tout d'un coup les gens ont arrêté d'aller systématiquement dans leurs salles. C'est une découverte récente, assez récente pour la France. C'est l'envers de son avance, maintenant c'est du retard, qu'il y a effectivement 2 poids 2 mesures, que l'art et essai, c'est fini, puisqu'on n'essaie plus rien. Mais que s'il y a des gens qui font des recherches, personne, évidemment, va leur chercher des poux dans la tête. Mais les recherches, c'est pas public. Les recherches, c'est pour les gens que ça intéresse. Et puis un jour, peut-être que la recherche est couronnée de succès ou ça intéresse un grand studio américain. C'est la façon dont, je sais pas, Walt Disney fait Tron, et Tron n'était pas possible sans les recherches de gens dans l'électronique depuis des années. Et Tron est un film passionnant. Donc, je crois que c'est très français, ça. Je pense que c'est, hélas, maintenant la mauvaise monnaie d'une pièce dont on a pensé que pour le reste du monde, toujours à la française, on allait donner l'exemple, car il y a eu quand même beaucoup d'imitations des salles de réessai françaises en Europe et même dans le monde, et que ça nous touche tardivement, et qu'on n'est pas très préparé pour ça, mais que c'est un petit peu la situation dans laquelle on est. Je pense que l'émission est terminée, mais le débat évidemment ne l'est pas. Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? And there's 3 of them and 1 of me.